Chapitre 1. Place centrale de Kilris, capitale de l'Empire. An 32 du règne d'Apatli. Majesté, Silence! L'ordre claque tel un coup de fouet, déchirant le silence lourd qui s'est abattu sur Kilris. Je tressaille comme s'il s'adressait à moi directement, comme si j'étais cette femme sur l'estrade, point d'attention de tous à cet instant. Ollantey. Cette reine consort, hier encore admirée et respectée, et qui n'est aujourd'hui plus rien. La raison même pour laquelle cette cérémonie au pied du temple pyramide le plus imposant de Kilris est organisée. Je serre les poings, alors que Carmé, à mes côtés, me décoche un regard inquiet. Un regard se voulant aussi un avertissement. Ne rien laisser paraître, ne pas se trahir. Les yeux et les oreilles espions sont partout ici, dans la capitale de l'Empire. Nous ne sommes définitivement plus dans notre vallée sereine de Koulia. Je hoche discrètement la tête et reprends contenance. Dos droit, expression sereine. Toute mon attention dirigée devant moi, focalisée sur ce qui apparaît de plus en plus pitoyable, de plus en plus révoltant aussi. Le vent monte en puissance, nous fouettant le visage des relents saumâtres du lac tout proche. Ollantey fait de son mieux pour paraître impassible, mais elle ne peut retenir le tremblement de ses mains. À quelques mètres d'elle, assis sur une réplique de son trône habituel qui l'attend dans les entrailles de son palais, posé sur une estrade de manière à tous nous dominer, l'empereur ne la quitte pas du regard. Le très aimé, très révéré Apatli, le représentant du flamboyant sur cette terre, seigneur des Paéli, contemple sans faillir cette femme qu'il a épousée lors de son accession au trône il y a 20 ans. Cette femme qui a enchaîné fausse couche sur fausse couche et dont les enfants mâles survivants sont morts les uns après les autres. Sa compagne de tous les instants, son soutien indéfectible. Une femme qu'il s'apprête à répudier et à renvoyer chez elle sans état d'âme. Yarenan, le grand prêtre du flamboyant, vêtu de son costume d'apparat, se place alors entre Ollantey et l'empereur. Il brille de 1000 feux, avec sa coiffe de plumes d'un jaune éclatant, ornant son crâne et descendant sur ses épaules, sa tunique brodée de pierres semi-précieuses et les dessins peints sur ses joues en l'honneur du dieu qu'il révère. Il se tourne vers l'impératrice déchue. « Vous avez été incapable de donner un enfant mâle à l'empereur. C'est faux! Vous avez failli à votre mission première. Majesté, je vous en prie. Vous avez déshonoré l'Empire Paéli par vos échecs successifs. » Ollantey tombe à genoux sur l'estrade de bois, levant les mains en une supplique muette. Un murmure parcourt la foule. Les guerriers du jaguar et de l'aigle, qui forment un cordon entre le public et l'estrade impériale, brandissent d'un air menaçant leur arme préférée. De longs bâtons fichés d'échardes d'obsidienne sur toute leur longueur. Mais la véritable menace est ailleurs. Dans le regard enfiévré des adeptes du feu, prêts à conjurer les flammes qui dévorent tout au premier ordre du grand prêtre. Est-ce de cette manière que Naoui est morte? Ou a-t-elle été sacrifiée depuis le sommet du temple du flamboyant, là où le sang s'écoule encore goutte à goutte? Personne n'ose émettre le moindre son. Personne n'ose élever la voix en faveur de la reine déchue et encourir le courroux de l'empereur. Sur son trône, ce dernier n'a pas bougé, fixant son épouse de son regard d'onyx, un air impassible peint sur ses traits anguleux. « Majesté, » reprend Ollantey, « je vous ai toujours fidèlement servi. Je vous ai obéi en tout point. À chaque grossesse, j'ai prié le flamboyant et la déesse lune. » Un son moqueur s'échappe de la gorge du grand prêtre. « Pas assez fort, visiblement. » Carmé émet un grognement sur ma droite. Je devine son irritation croissante face à cette scène, son envie de plus en plus forte de faire ravaler ses mots irrévérencieux au grand prêtre. Et dire qu'il doit sa place à l'impératrice, siffle-t-elle entre ses dents. Peut-être, je réplique le plus doucement possible. Mais c'est l'empereur qui dirige. Il sait trop bien d'où lui viennent ses privilèges. Nos regards se croisent. Dans l'Empire Paéli, la loi des hommes est toujours la meilleure.
Ce n'est pas ma faute si nos garçons n'ont pas survécu !» s'écrie Ollantey, les yeux emplis de larmes. Un cri du cœur qui ébranle le public, dont je fais partie. Je n'ai jamais eu l'honneur d'être présentée à Ollantey, de pouvoir lui parler. Je ne l'ai même jamais approchée jusqu'à aujourd'hui. Mais il suffit de l'entendre pour comprendre qu'elle a le cœur brisé. « Comment osez-vous vous dédouaner de la sorte ?» tonne le grand prêtre. « Si aucun de vos garçons n'a survécu, c'est que vous n'avez pas accompli votre devoir d'épouse et de mère. Vous n'avez pas su les maintenir en vie. » Ollantey l'ignore délibérément. Un acte de courage que peu ici auraient le cran de commettre. Mieux encore, elle l'interrompt, s'adressant directement à son époux. « J'ai souffert autant que vous quand notre dernier-né a été exécuté par nos ennemis. Nos larmes se sont mêlées. J'ai mené son effigie mortuaire jusqu'au bûcher à vos côtés. Pourquoi voulez-vous m'accabler davantage ?» Une boule se forme dans ma gorge. L'empereur se lève soudain de son trône. « Vous êtes devenu stérile. » Ollantey blêmit. Le public garde le silence. « Le sang ne coule plus de votre ventre chaque mois. La déesse Lune vous a retiré le pouvoir d'enfanter. » Je rougis de honte. Qu'une information aussi intime, aussi douloureuse soit révélée en public. Quelle cruauté de la part de cet homme. « Vous ne me servez plus à rien. » Cette fois-ci, Ollantey ne trouve rien à répliquer. Une plainte étouffée s'échappe de ses lèvres. Il est interdit de fixer l'empereur, mais je passe outre ce commandement. C'est lui, ma cible. Après tout. Et si je dois me transformer en femme dont la seule aspiration est de l'épouser dans les prochains jours, autant m'y préparer. Néanmoins, plus je le détaille, plus je me demande comment je vais jouer les prétendantes énamourées. Apatli n'a rien de séduisant. Sa haute silhouette a commencé à s'assécher et à se voûter. Ses traits me font penser à ceux d'un oiseau de proie. Même le bandeau impérial noué autour de son front et portant l'insigne du flamboyant, l'or resplendissant tel un soleil miniature, ne parvient pas à lui donner le moindre glamour. Il me fait l'effet d'une statue qui aurait connu des jours prestigieux mais qui se serait craquelée, fissurée au fil du temps, victime d'une négligence coupable. Serais-je capable d'aller jusqu'au bout? De faire semblant de vouloir séduire ce cœur de pierre, cet homme qui ne m'inspire que révulsion? La réponse me parvient immédiatement. Oui. Pour Naoui. Soudain, la silhouette que j'ai sous les yeux se brouille. Je cligne des yeux, déconcertée. Quand je les rouvre, quelqu'un se tient juste derrière le trône d'Apatli. Je contemple bouche bée le nouveau venu qui ne porte en tout et pour tout qu'un pagne, comme le plus pauvre des paysans. Un contraste flagrant avec cette cour en tenue d'apparat. L'étranger ne souffre pas de cette comparaison, ceci dit. Des muscles saillants, une peau qui luit d'un étrange reflet à la lumière du jour, des cheveux châtains, s'illuminant d'éclats auburn à chacun de ses gestes. Malgré son expression de morgue et de suffisance, c'est sans conteste le plus bel homme que j'ai jamais vu. Pourtant, personne d'autre que moi ne semble lui prêter attention. Je ne comprends pas. En dépit de tous mes efforts, je ne parviens pas à le lâcher du regard. Nichée contre mon sternum, la clé d'obsidienne, au bout de sa chaîne, pulse à nouveau. La chaleur qui m'envahit cette fois n'a rien de réconfortant. Elle descend le long de ma colonne vertébrale, pique mes reins. Je me mords la lèvre inférieure, réprimant la plainte qui me vient aux lèvres. Qu'est-ce qui m'arrive exactement? Je ne vais quand même pas... L'étranger tourne alors la tête vers moi. Ses iris mordorés se figent dans les miens. La chaleur qui m'inonde à ce moment se révèle aussi violente qu'un coup de poing dans le ventre. Un sourire narquois plisse ses lèvres charnues. Pense-t-il m'impressionner? Tant pis pour la prudence. Je saisis la clé d'obsidienne d'une main à travers le tissu de la tunique. Une lueur étrange semble pétiller dans les prunelles ambrées de l'inconnu. Je ferme les paupières. Quand je les rouvre, l'étranger a disparu.